Bonsoir et bienvenue au mois du voyage, un mois qui va être consacré à des faiseurs de livres sur le voyage, des écrivains, des éditeurs, des dessinateurs, des photographes, plein de gens qui vont nous raconter le voyage, la manière dont ils l'écrivent et dont ils nous le racontent, et qui vont échanger entre eux sur la question. Aujourd'hui, on a décidé de commencer par le contre-pied, par des iconoclastes, donc Mathias de Bureau et Nicolas Santolaria, bienvenue, et leur éditeur Guillaume Allary, qui ont décidé d'aborder, on va dire, le voyage et le fait de crapahuter dans le monde sous des angles un petit peu particuliers, sur la base de ces deux bouquins. Le premier, celui de Mathias de Bureau, donc l'art d'ennuyer en racontant ses voyages, qui dit déjà un petit peu le programme. Et le deuxième, Touriste, regarde où tu poses tes tongs, qui lui aussi dit bien le programme. Messieurs, euh, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire sur le voyageur à travers ce bouquin, Mathias de Bureau? Alors, attends, je vais prendre, tiens, attends, je vais prendre celui-là, merci. Pas mal de choses déjà. C'est que c'est le secteur du récit de voyage, c'est ce qui est le plus ennuyeux en fait quand on raconte quelque chose. J'ai remarqué ça. Peut-être avec les enfants, les gens qui parlent de leurs enfants. Mais le voyage, c'est souvent. Bon, enfin déjà, il y avait un manuel de savoir-vivre déjà en 1890 qui expliquait, qui disait évitez de raconter votre voyage à la première occasion, puisque n'importe qui, avec de l'argent et du temps, peut faire la même chose. Donc c'était déjà ennuyeux il y a un siècle, et ça l'est devenu encore plus avec maintenant la technologie. Disons que ces gens ennuyeux, ils ont un matériel maintenant pour pourrir la vie des gens, quoi, qui a été décuplé, quoi, en fait. Je vais vous avouer que j'avais déjà beaucoup entendu parler de vos bouquins parce il a déjà été édité il y a une dizaine d'années. Il était plus disponible et énormément de gens le demandaient comme une rareté, comme un bouquin qu'il fallait absolument avoir. Et là, vous nous le ressortez avec un surplus, un petit bonus, car le voyageur a évolué. Et depuis, c'est passé dans un mode pire pour vous. Oui, c'est un mode pire parce que bon, il y a le récit oral, ouais, il y a toute l'histoire, les soirées diapos, et aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires. Euh, Par exemple, tout le monde connaît les GoPro, et il y a des voyageurs qui ont eu l'idée de mettre une GoPro sur une trompe d'éléphant, et ils ont appelé ça un Elfie. Et donc, il y a des trouvailles comme ça extraordinaires qui permettent de raconter son voyage de façon autre. Et il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Alors, il y a des thématiques. Il y a des thématiques, des gens qui vont, par exemple, faire un tour du monde et montrer leurs pieds, montrer... Et puis, je me suis dit, j'avais imaginé, tiens, on pourrait montrer des parties intimes sur fond de... Et ça existe, finalement, c'est assez récent. J'ai vu ça, oui, Ouais, c'est assez incroyable. ouais, c'est assez incroyable. Et bon, ça, c'est vraiment la partie technologique. Euh, et après, J'ai cru entendre qu'il y avait aussi un taux de mortalité assez fort chez les touristes à cause justement de leurs acrobaties Ah ouais, c'est vrai. GoPro. Ah, Oui, ça, oui. j'ignorais. Et enfin voilà, Jules Renard l'a dit, en faisant un tour du monde, on peut faire tenir sa conversation un quart d'heure de plus. Et voilà, montrer sa vraie famille. Au bout du monde, on a découvert la vérité, quoi. Et pour vous, c'est une manière de combler le vide existentiel d'ici. Comment vous analysez ça? Comment j'analyse ça, je ne saurais pas trop. On préfère en rire. Oui, voilà, oui, exactement. C'est assez réussi. Ouais. Je crois que Sylvain Tesson, d'ailleurs, a bien rigolé à la lecture de ce bouquin, après ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bon, après, l'inspiration, elle vient
Bon, en fait, le vrai souci, c'est que moi, j'adorais qu'on me raconte, des voyages et puis après, plus personne ne m'a rien raconté quand le livre est sorti Ouais, on et perd ses amis. oui, oui, voilà, voilà. Et vous racontez vos voyages? Ben, je les raconte pas tellement, non, non, en général, c'est ben, je peux plus après ça, Ouais, c'est voilà. vite, on me Guillaume Allary, pourquoi nous avez-vous ressorti ce bouquin? Dans quelle énergie? Mais j'ai connu le bouquin de Mathias au moment de la sortie ou quelques années après. Ça me faisait hurler de rire parce qu'en fait, on a été quand même élevé dans une culture très guide du routard. Et, euh, et avec cette quête de l'authenticité qui n'en est jamais une, en fait, et c'est quand même assez important et de se rendre compte à quel point tout est fabriqué. Je vais vous prendre un exemple qui paraît un peu lointain, mais les chips à l'ancienne, par exemple. Les chips à l'ancienne, en fait, les chips, c'est une invention de la cuisine moderne. Donc ça n'existe pas, les chips à l'ancienne. Donc en fait, on a créé une authenticité de la chips. Voilà. Et dans le voyage, en fait, on va rechercher une authenticité qu'en fait le touriste crée en grande partie. Et ensuite, effectivement, il rentre et il va déblatérer là-dessus. Donc moi, ça me faisait rire de rire en fait de prendre ce contre-pied du guide du routard. Et d'autant plus il l'a fait avec beaucoup de sérieux. En fait, il n'a pas cité la première référence, mais qui était un livre de Swift. Enfin, je te laisse en parler d'ailleurs. Et qui est un ton extrêmement sérieux de dire des choses au deuxième, troisième ou quatrième degré, mais qui permettent aussi de voir le voyage C'est vrai que je l'ai pas beaucoup dit, mais c'est différemment. principalement le style qui tient ce bouquin du début jusqu'à la fin, le ton mordant. Et du coup, j'ai pas répondu à votre question, mais en fait, un livre comme ça, il était épuisé. Épuisé, ça veut dire que personne ne peut le trouver. Et donc, il devait y avoir sur le second marché. Ici, peut-être chez Gibert, vous en aviez quelques-uns d'occasion, mais globalement, il était introuvable. Donc, il fallait qu'il redevienne trouvable. Et deuxièmement, ce qui s'était passé depuis la première édition aujourd'hui, c'est ce qu'a expliqué Mathias, c'est l'incroyable afflux de techniques qui permettent d'assommer encore plus les gens à qui vous racontez vos voyages. Donc c'était dommage de ne pas les mettre en scène aussi. je pense à un truc d'ailleurs sur les techniques. Enfin, moi j'avais un ami japonais il y a 20 ans, il prenait ses plats en photo, tout le monde trouvait ça extraordinaire et maintenant bah, c'est le food porn, tout le monde envoie des photos et ça dans le voyage c'est devenu peut-être l'un des trucs le plus importants. C'est par exemple on s'arrange pour envoyer un plat de testicules de taureau le matin au petit déjeuner à ses amis. Ou un bol de sang de porc frais, enfin montrer des trucs incroyables, et c'est parfois assez violent, quoi. Moi, ça me fait penser en tant que libraire qui vend des livres de voyage, il y a des catalogues de voyages, les 1001 voyages qu'il faut avoir fait, les 100 trucs qu'il faut avoir fait. C'est ce que vous disiez sur les chips à l'ancienne, c'est-à-dire que enfin, c'est de l'évasion et en même temps, c'est des trucs qu'il faut avoir fait. Donc, Oui, c'est ça, non, c'est purement construit, purement artificiel, enfin, au sens littéral du terme. Et il y a aussi une chose plus fondamentale et qui fait qu'il n'y avait pas simplement là un livre et aussi celui de Nicolas, c'est qu'en fait, vous le savez ce que c'est votre rayon, mais on oublie de se rappeler ce fait qui est que la plus grosse industrie du monde aujourd'hui, c'est le voyage. C'est le tourisme au sens global. Et en fait, il n'y a rien qui a plus d'impact sur l'évolution du monde aujourd'hui que le tourisme. Donc on peut en rigoler, ce qu'on fait là, mais il faut aussi voir à quel point notre façon de voyager, les illusions qu'on a en voyageant, cette quête de terre vierge où chacun revient en disant c'était magnifique, on était tout seul, mais tout le monde est allé au même endroit, ça change absolument nos sociétés. Un des facteurs de changement de nos sociétés les plus importants, c'est le tourisme et le voyage. Donc être lucide sur notre façon de voyager, c'est important. Et ça, c'est plus l'objet du livre de Nicolas. bah, justement, oui, ça permet de rebondir sur votre bouquin, parce que ça m'évoque quelque chose que vous évoquez. Donc, ce bouquin, Touriste, regarde où tu poses tes tongs, qui nous liste un certain nombre d'endroits de notre chère France où on a bien envie d'aller et en même temps, il faut peut-être y réfléchir à deux fois.
Parce que les différents lieux que vous nous décrivez, il y a cette coexistence entre un tourisme qui veut que plein de gens aillent au même endroit, et donc les conditions pour qui devraient être euh, bien carrées, et puis elles ne le sont pas tout à fait. C'est-à-dire que finalement, là où va tout le monde, c'est peut-être pas là où tout le monde devrait aller. Oui, alors c'est pas lié uniquement à l'industrie touristique, mais c'est lié à, je dirais, des facteurs divers et variés qui sont l'histoire de la pollution en France. Donc l'idée du livre, c'est un petit peu de montrer l'envers de la carte postale, ce qu'on voit jamais dans les dépliants touristiques ou alors les argumentaires d'office de tourisme. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur une plage magnifique qui se trouve être à côté d'une bouche d'égout ou alors à côté d'une usine de retraitement de déchets nucléaires. On peut faire du pédalo sur un lac qui est truffé de vieilles bombes de la guerre 14 qui ont été balancées là il y a plusieurs décennies. On peut aller dans une vallée magnifique, mais qui paradoxalement est truffée d'amiante. Donc en gros, il y a un risque qui est le plus souvent invisible, qui est jamais mis en avant, mais qui fait aussi partie de ces univers touristiques dans lesquels on passe. Et l'idée, c'était aussi de dire, voilà, quand on part en vacances, souvent, on a envie de poser un petit peu, d'oublier les problèmes qui sont ceux de la vie citadine, la pollution, le stress, etc. Et donc, on a justement cette espèce de fantasme que décrit Mathias, qui est d'arriver dans des terres vierges comme ça. Et or, c'est pas du tout la réalité. La réalité, elle est très différente. C'est que souvent, certaines zones de vacances sont bien plus polluées que les zones urbaines dans lesquelles vous vous trouvez à longueur d'année. Donc, il y a des exemples très précis. Dans le livre, il y en a une quarantaine. Sans oublier que vous nous expliquez pourquoi y aller aussi. C'est pas non plus pour. Voilà, alors l'idée, c'était pas de dire 40 destinations ou de pas aller, parce que en même temps, c'est des lieux magnifiques. C'est pas, on va pas mourir en y posant ses tongs, justement. L'idée, c'était plutôt de dire, voilà, soyons conscients des pollutions pour essayer de mieux les éviter, ou en tout cas de s'adapter à tout ça. On est aussi aujourd'hui dans un environnement de plus en plus pollué globalement. Donc, je crois qu'en France, c'est 90% des rivières qui sont polluées. Donc bon, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et on ne va pas arrêter de vivre pour autant. Donc en même temps, je décris le côté hyper bucolique de ces destinations, pourquoi y aller, et ensuite quelques précautions d'usage pour ne pas s'empoisonner lors de la première journée de vacances. Donc voilà, c'est un guide qui explore un peu les deux côtés des univers touristiques. Je dirais presque que c'est un peu d'actualité là, parce que tout ce qui arrive sur les boues rouges, sur les calanques de Marseille, par exemple, c'est fou de se dire que à la fois plein de gens vont y aller parce que c'est super, c'est la nature, ça fait du bien, on respire, et en même temps, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple, les boues rouges dans les calanques de Marseille. C'est que les calanques de Marseille, c'est connu mondialement. C'est un peu la quintessence du paysage préservé, puisqu'il n'y a pas d'habitation. L'eau est translucide, c'est magnifique. Et en fait, dans ces calanques, dans une fosse sous-marine, il y a une usine de retraitement d'albumine qui balance dans l'eau depuis des décennies ces boues rouges qui sont mêlées à de l'arsenic. Donc tout ça dans une faille sous-marine où il y a les poissons qui se reproduisent, etc. Donc on se dit, tiens, c'est étonnant quand même à quel point on peut finalement polluer nos écosystèmes. Tout ça avec un chantage à l'emploi qui est fait par l'entreprise locale. Et en fait, justement, il y a eu tout un débat autour de ces boues rouges. Il y a une polémique. Et il y a l'autorisation de rejet de ces boues rouges qui a été prolongée étonnamment par le gouvernement. Donc c'est effectivement un sujet qui est toujours d'actualité. Et voilà, donc quand on voit que la bouillabaisse est rouge, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle n'est pas autocolorée par ces produits chimiques? Et est-ce qu'inversement, il y a des endroits particuliers dont vous voudriez porter à notre connaissance leur nocivité? Parce que bon, les boues rouges, on les connaît, parce que voilà, on nous en a parlé, mais il y a d'autres endroits dont on ignore absolument leur. C'est très divers et varié. Après, je pense qu'il y a des secteurs. Bon, il y a par exemple la vallée de l'Arve dans les Alpes qui est réputée, en tout cas pour les populations qui vivent assez longuement à cause de la stagnation des particules fines. C'est une vallée qui crée beaucoup de problèmes de santé. Il y a la Suisse normande avec de l'amiante, donc c'est déconseillé d'y aller par exemple quand il y a beaucoup de vent, etc. Ça brasse les déchets résiduels. Bon, il y a des rejets radioactifs dans l'eau à Lague. Il y a plein de cas comme ça. Voilà. Ensuite, dans le livre, il y a des cas plus ou moins
tragiques et d'autres plus ou moins, je dirais, rigolos, même si c'est aussi des problèmes sanitaires. Je pense par exemple au Mont Blanc, où en fait les alpinistes se rendent en altitude et comme il y a très peu de toilettes par rapport à la fréquentation, eh ben, vous imaginez un peu le résultat. En gros, tout ça se retrouve congelé parce que la température descend rarement en dessous de zéro. Donc il y a un véritable problème. Finalement, ça ne correspond pas à l'imaginaire, je dirais, immaculé qu'on peut avoir des sommets alpins. Et donc voilà. Donc alors, c'est soit des cas comme ça un peu rigolos, soit des cas un peu plus lourds. Mais en tout cas, mine de rien, ça raconte quand même en creux une espèce d'histoire de la pollution en France, avec différentes étapes, et en même temps une histoire du tourisme. Voilà. Et il y a aussi, ça permet d'éviter des erreurs simples à éviter et des conseils pratiques. Moi, par exemple, j'ai passé toutes mes années d'enfance en vacances sur la côte basque et j'avais des otites. Et en fait, à Biarritz. Et en fait, c'est en lisant le livre que j'ai compris pourquoi j'avais des otites. Je pensais que j'avais des otites parce que je restais trop longtemps dans l'eau. Enfin, c'est ce que me disait ma mère. Et en fait, pas du tout. C'est que à Biarritz, comme c'est une des premières stations balnéaires, le réseau d'égouts n'est pas très important. Dès qu'il y a des pluies importantes, les égouts se déversent sur la Grand Plage, qui est un des plus beaux endroits qui soit. Et à ce moment-là, en fait, vous avez des petits bouts de matière fécale qui vous rentrent dans les oreilles et qui font des otites. Donc juste allez à Biarritz, mais ne vous baignez pas le lendemain de grosses pluies, c'est tout. D'ailleurs, il y a une signalétique qui a été mise en place. Ce que j'explique dans le livre, il y a un drapeau mauve qui est hissé quand il y a donc des déversements d'égouts sur la plage. Donc, c'est bon à savoir, parce que ce n'est pas forcément une signalétique qu'on connaît. Voilà, c'est pas mal de petits conseils comme ça pour éviter aussi les pollutions. Et puis, ce genre de livre sert aussi à garder la vigilance des municipalités. C'est-à-dire que pour eux, ils sont quand même obligés de faire un petit peu attention. Parfois, quand il y a des lobbying assez forts, on arrive à passer outre et même à imposer au gouvernement qu'on puisse de redéverser des bouts rouges. Mais il suffit que voilà, ça passe dans les médias. Il y a un truc à Biarritz. Je me rappelle, il y avait une ou deux émissions. Il y a le maire qui répondait. Tout ça oblige quand même une certaine vigilance. Donc pour les touristes et pour le public, ne pas y aller s'il y a du vent en tel endroit où les particules radioactives arrivent, ou à Biarritz pour les égouts. Et de façon plus continue, ça oblige une certaine vigilance des municipalités. En tout cas, bon, je voulais préciser que c'est quand même écrit de façon marrante. Donc, Oui, c'est aussi très drôle. Ce n'est pas un guide, enfin, c'est une tentative d'écriture. Je ne sais pas si c'est réussi, mais voilà, c'est pas un guide tragique sur la pollution des zones de vacances, quoi. Parfois, c'est beau d'ailleurs. Je pense à Nonza, la plage noire d'Amiante. Ça peut donner des résultats esthétiques intéressants. D'ailleurs, je sais qu'il y a un tourisme qu'on appelle autour de la dark écologie, où des gens vont visiter notamment des mines des réserves de lithium, où c'est des spectacles tragiques pour l'écologie, mais sublimes. Exact, ouais. Même à Tchernobyl, il y a des tours opérateurs qui se sont développés là-bas. Donc, les gens ont un petit capteur pour ne pas rester trop longtemps dans les zones radioactives. Mais effectivement, se développe un tourisme un peu cataclysmique. Voilà. Et ouais, cette plage donc, qui est liée à des rejets d'amiante en Corse. Ça vient de là, donc le noir, en fait. Ouais, c'est une mine en fait, qui est à côté. Donc, plutôt que de... En gros, les gens déversaient à l'époque directement dans la mer les résidus de traitement, et ça constitue une plage artificielle qui est complètement grise. Donc, on se croirait un petit peu sur un littoral lunaire, s'il y avait de l'eau sur la Lune. Et donc, voilà, donc c'est assez beau, c'est pas très dangereux. C'est ça aussi, par exemple, que j'explique, c'est que cette plage a la mauvaise réputation. Et or, c'est un peu injustifié. Justement, je voulais pas me fâcher avec les Corses. Donc, c'est un peu injustifié. En gros, c'est pas très dangereux d'y stationner. Le plus dangereux, c'est plutôt les courants marins qui se trouvent au large. Donc, voilà. C'est aussi, des fois, dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire pour dire, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Le but étant d'informer. Ouais, le but étant d'informer, puis comme disait Guillaume, justement, en gros, plus on parle de ces cas, et plus finalement, je dirais, le patrimoine touristique français risque de s'améliorer. Sinon, c'est des trucs qu'on va cacher un petit peu sous le tapis en espérant que ça se verra pas, et pendant 2 mois, on va réussir à vendre des pizzas, et après... Mais dans les trucs cachés, les trucs vaut mieux savoir. Je sais plus le nom du lac là, qui a une couleur magnifique.
Ah oui, Euh, c'est le lac Bleu d'Avrier. voilà, mais celui-là, il vaut mieux l'éviter quand même. Voilà, ouais, c'est comme le lac de Gérardmer, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'après les 2 grands conflits mondiaux, les gens ne savaient pas quoi faire de leurs bombes, tellement il y en avait, donc on les a directement balancées dans les lacs. En fait, par exemple, le lac de Gérardmer, qui est très joli, les gens font du pédalo, etc., c'est truffé de roquettes allemandes au fond. Donc bon, c'est potentiellement explosif. Voilà, il n'y a jamais eu non plus d'explosion. Ils ont tenté de déminer un petit peu, mais il y en a tellement que c'est un travail titanesque. Et donc voilà, il faut le savoir, quoi. En allant moins loin aussi, j'ai été assez frappé par l'idée qu'il vaut mieux pas aller dans le métro. Enfin, non, que le métro est l'air du métro est pire que l'air du métro de dehors à Paris. Oui, oui, en résumé, oui, il vaut mieux sniffer un pot d'échappement sur le périphérique que de prendre le métro en exagérant un peu. Parce qu'il y a beaucoup de particules fines en suspension dans le métro, c'est lié en gros à tout le système de freinage du matériel roulant. Donc il y a des tentatives d'amélioration, mais comme le métro, c'est un univers très confiné, en gros, l'air il est de très mauvaise qualité. Donc voilà, mieux vaut prendre le Chargé Vélib. d'amiante aussi, je crois. Ouais, donc oui, un petit cocktail. Mieux vaut prendre le Vélib, en fait, malgré la pollution ambiante, c'est quand même moins risqué d'un point de vue respiratoire. Mm. Voilà. Bon, il y a quelques cas d'ailleurs sur Paris. Il y a aussi les antennes relais sur les toits parisiens. Je ne sais plus où il y a 2-3 cas que j'évoque sur Paris. Voilà. Guillaume Allary, qu'est-ce qui vous a donné envie de publier ce bouquin? Bah, c'était ce que je vous disais au début, comme le tourisme est vraiment le plus grand moteur de changement du monde et de la société d'aujourd'hui. Parce que c'est vraiment, on se le figure pas, mais le tourisme en global, c'est plus important que le transport, c'est plus important que le loisir, c'est la plus grosse industrie du monde. C'est ce qui fait donc l'impact sur l'évolution des écosystèmes et de la société. Ce qui a l'impact le plus fort, c'est le tourisme. Et donc l'idée qu'on puisse se sortir du tourisme, en fait, est fausse. Quand on est à Paris et on se dit on va aller sur une plage tranquille et déserte, on va laisser derrière la pollution. En fait, c'est pas possible. Le tourisme est trop puissant pour ça et il a laissé des traces partout. Même si c'est pas que le tourisme, on voit qu'il y a d'autres traces. Voilà, des guerres peuvent en laisser ou simplement l'activité économique. Mais enfin, le tourisme pèse dessus. Et, et du coup, avec ce livre, c'était aussi une façon de rappeler ça, l'importance à quel point on peut être acteur, il faut faire attention quand on est touriste, et deuxièmement, de faire prendre conscience des enjeux écologiques dans sa position de touriste. Voilà. Et c'est tellement important et difficile de faire prendre conscience aux gens des enjeux écologiques que le faire avec... parce que là, c'est le ton de Nicolas qui est drôle. À travers du livre. Et à travers, donc avec humour et juste en grattant derrière la carte postale, voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail d'édition et sa démarche, qui est Oui. assez particulière, Ouais. on le voit sur ces 2 bouquins-là. Bah, il est bien résumé par les 2 personnes que vous Ouais. avez autour de vous. Donc c'est une. On voit quelques-uns de vos bouquins ici Oui. qui sortent un peu du lot, on pourra dire en général. Alors en fait, c'est une maison généraliste qui a 2 ans d'existence et qui regroupe des auteurs. Alors ça paraît très très banal de dire une maison d'édition qui regroupe des auteurs, mais l'édition fait surtout de la surproduction de livres avec des auteurs qui ne sont pas forcément des vrais auteurs. Et donc là, c'est de choisir des vrais auteurs. Pour l'instant, il n'y a que des auteurs français, donc on traduit mais à l'étranger, mais on ne prend pas d'auteurs qui écrivent dans une autre langue qu'on traduit vers le français. Et généraliste parce qu'il y a à la fois des essais, des romans ou des romans graphiques, mais le point commun de tous ces livres est que chacun décrit une forme de la réalité d'aujourd'hui, et si possible avec humour. Donc c'est pour ça que ce que fait Mathias, voilà, lui, c'est dès le titre, on le voit. Enfin, pour Nicolas aussi, évidemment pour Riyad pareil. Donc voilà, c'est une maison d'auteurs qui est à la fois petite et qui essaye de s'adresser au plus grand nombre en trouvant la forme qui est la plus séduisante. Merci d'être venu.
Merci d'être venu répondre à nos questions. La vidéo sera disponible sur le site de Gibert et plus tard sur YouTube. Parmi les 14 vidéos des auteurs qui viendront, des grands explorateurs comme Patrice Franceschi, des écrivains comme Bernard Olivier, Antoine Debec et plein d'autres, et même des revues de carnets de voyage comme Bout du Monde, un photographe, un dessinateur et beaucoup d'autres gens qui nous parleront du voyage et de leur manière d'en faire des livres. Voilà, merci beaucoup.